Ok, donc je vois qu'il y en a encore qui se connectent, mais on va commencer. Donc bonsoir à tous et bienvenue à notre temps d'échange virtuel avec Roland Lescure, qui est le candidat officiel de la majorité présidentielle, et son suppléant Christopher Wesberg. Je m'appelle Onil Massamba. Je suis une avocate admise au barreau de New York qui habite depuis maintenant un peu plus de 7 ans à l'étranger. Je travaille à la Banque mondiale à Washington dans le domaine des infrastructures majeures et de la passation des marchés publics. Et je suis également la manager du sommet de la jeunesse de la Banque mondiale qui aura lieu cette semaine, jeudi et vendredi. Donc, je vous invite, je fais ma petite pub, mais je vous invite à visiter le site de la Banque mondiale et le sommet de la jeunesse en ligne. Et je vais être une de vos modératrices pour cette conversation ce soir avec Sophie, que je vais inviter à se présenter aussi. Merci beaucoup, Onil. Donc, avant de commencer, je voudrais j'ai une attention très particulière et mes pensées vont à toutes les familles qui ont été atteintes par ce meurtre qui a eu lieu ce matin à Uvalde, au Texas. Et donc, je voulais juste parler de ça, dire combien je voulais rendre hommage à toutes ces victimes. Je suis donc Sophie Suberville, je suis élue conseillère des Français de l'étranger pour la circonscription de San Francisco. Je suis née au Mexique et je réside aux États-Unis depuis 1998. Je suis une vraie Française de l'étranger puisque je n'ai jamais vécu en France. Je suis particulièrement honorée d'être parmi vous ce soir pour animer cette soirée aux côtés de Roland et de Christopher qui vont vous présenter leur programme et vont nous donner leur vision pour les Français d'Amérique du Nord. Je vais te repasser donc la parole, Onil, pour les présenter. Merci beaucoup. Merci Sophie et merci pour ton introduction. Donc en tant que modératrice, Sophie et moi, notre but, c'est de s'assurer que cet échange soit le plus interactif possible. Donc on va commencer cette session avec une conversation avec Roland et Christopher. Et à l'issue de cette conversation, on va vous inviter à poser des questions. Et donc pendant la conversation, si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Mais on aura un moment de Q&A où vous pourrez ensuite prendre la parole et poser vos questions. Et donc pour le faire, je vous inviterai à lever la main. Donc, comme je l'ai dit au début, nous avons Roland Lescure, qui est le candidat officiel de la majorité présidentielle, et son suppléant, Christopher Wesberg, que j'invite à se présenter avant de débuter la conversation. Donc, Roland, c'est parti. Merci. D'abord, merci à toutes les deux d'avoir accepté d'animer ce débat. Merci aussi à toutes les deux pour ce que vous faites pour le rayonnement de la communauté française à l'international. Onil, tu l'as dit rapidement, notamment sur ce que tu fais pour le Forum de la jeunesse de la Banque mondiale, et Sophie, qui est une de nos élus, qui appuie énormément, évidemment, les Français de la côte ouest et au-delà, d'ailleurs, dans toutes les démarches auprès, évidemment, des administrations, des consulats, mais aussi auprès de leur élu national que je suis. Donc, merci à toutes les deux d'être là. Je suis Roland Lescure, je suis un franco-canadien, heureux père de 3 grands-enfants, député des Français d'Amérique du Nord, président de la Commission des affaires économiques pour encore quelques jours, et candidat à la réélection pour les élections qui, je vous le rappelle, ont lieu en Amérique du Nord les 4 et 18 juin, avec un premier tour par Internet, dont le vote commencera le 27. Et bonsoir donc à Onil et Sophie. Donc moi c'est Christopher, j'ai 36 ans, je suis franco-américain, donc on a un franco-canadien et un franco-américain. J'ai un double parcours, j'ai toujours été à la fois sur les 2 continents, à la fois assez impliqué politiquement. J'ai lancé En Marche en 2016 et puis j'ai fait la campagne de Roland en 2017 avant de travailler avec lui pendant 2 ou 3 ans. Et ces 2 dernières années, jusqu'à il y a 2-3 jours, j'étais conseiller du ministre des Français de l'étranger. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur les problématiques qui nous intéressent tous. Donc ça, c'était ma casquette politique. Et à côté de ça, je suis aussi restaurateur dans l'État de New York. J'ai un restaurant français à Saranac Lake, qui est une petite bourgade à côté de Lake Placid, dans le nord donc, de l'État, pas très loin de la frontière canadienne. Merci beaucoup, merci beaucoup Christo. Je voudrais maintenant revenir et demander à Roland, qui a siégé donc pendant 5 ans et qui nous a représentés à l'Assemblée nationale. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce que ce mandat t'a appris de notre circonscription et si tu étais réélu, quelles sont les priorités pour ton nouveau mandat? Merci. D'abord, un mandat de député, c'est à la fois un mandat national et un mandat local. Donc, c'est un mandat de député qui consiste évidemment à contribuer aux lois qui sont votées en France. Je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis président d'une commission permanente. C'est d'ailleurs la première fois qu'un élu des Français de l'étranger avait cette responsabilité. Donc, j'ai été très impliqué dans les lois économiques,
mais c'est aussi un mandat local. Et évidemment, quand on est député des Français d'Amérique du Nord, le local prend une dimension un peu différente, puisque c'est quasiment un continent, mais qui m'a conduit à représenter les Françaises et les Français qui vivent en Amérique du Nord. Qu'est-ce que j'ai appris de notre circonscription? D'abord que même si toutes les Françaises et les Français sont très français et ont toujours à cœur leur lien avec la France, ils sont aussi très ancrés dans la ville ou dans l'État dans lequel ils sont. Donc un Français de Miami, ce n'est pas une Française de Vancouver. Un Français de San Francisco chez toi, Sophie, ça n'est pas une Française de Washington chez toi, O'Neill. Et donc, j'ai pu à la fois les rencontrer régulièrement, même si évidemment, pendant la Covid, ça m'a été impossible physiquement. J'imagine qu'on en reviendra régulièrement, mais aussi échanger avec eux sur la manière dont ils voyaient les transformations qu'on menait en France. J'ai toujours essayé d'éclairer les réformes françaises d'un point de vue nord-américain, canadien ou américain des États-Unis. J'ai par exemple proposé, avec succès d'ailleurs au président, de créer les maisons France Service. On a aujourd'hui des milliers de maisons France Service dans chaque canton qui permettent aux Françaises et aux Français qui ont un problème avec l'administration de se rendre dans ces maisons France Service pour qu'on leur règle leurs problèmes. Ça, c'est directement inspiré d'un système qui existe au Canada, les maisons de Service Canada, complétées d'ailleurs au Québec par Service Québec. Et donc, typiquement, moi, j'ai toujours souhaité éclairer les débats français et apporter des idées nord-américaines. À partir de là, comment je me projette dans un mandat nouveau? Ben là aussi, à la fois national et local. J'ai un peu réfléchi avant de décider de me représenter. Ça n'a pas été un choix forcément facile. D'abord parce que c'est une implication personnelle assez forte, c'est une exposition personnelle assez forte. C'est aussi beaucoup de déplacements, et ça fait 3 semaines qu'on est sur les routes. Vivre dans sa valise, c'est parfois un peu fatigant, mais j'ai souhaité continuer parce que d'abord, je pense qu'on est à un moment important de l'histoire et que les pressions géopolitiques, politiques, internationales, populistes, qui règnent un peu partout dans le monde et en France, méritent qu'on s'engage et qu'on s'engage à fond pour essayer de lutter contre elles. J'ai aussi, je pense, après 5 ans d'expérience de mandat des Français d'Amérique du Nord, les idées peut-être plus claires que je les avais encore il y a 5 ans sur les priorités sur lesquelles je dois mettre le paquet. Ça fait 3 semaines qu'on est sur les routes avec Christopher. Tout le monde nous parle de simplification administrative, tout le monde nous parle d'accès des papiers d'identité, d'accès à la mobilité. Et donc, évidemment, ça fait partie des priorités importantes sur lesquelles je vais mettre le paquet si les électeurs décident de me redonner leur confiance pour 50 plus. Non, merci, merci pour cette réponse et pour déjà cette vision que vous avez mise en avant. Et peut-être que je devrais vous demander, est-ce que je peux vous tutoyer pour simplifier la conversation? On est on peut y aller. Oui, voilà, on va faire ça. Et donc, oui, Roland, tu as parlé justement des élections qui approchent. Et donc, on a à peu près un peu moins de 3 semaines de ces élections. Et donc, tu as mentionné que pour les Français d'Amérique du Nord, les votes, c'est le 4 juin ou en ligne entre le 27 mai à midi et le 1er juin à midi. Donc, il ne faut pas oublier d'aller voter. Et ce que je trouve intéressant, c'est que quand les élections approchent, on pense toujours un peu à faire une sorte de bilan, à analyser ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. Et on regarde aussi ce qui pourrait être fait. Et tu l'as déjà mentionné là un peu. Et donc, moi, en fait, la question que j'ai pour toi, ce serait de savoir quel est le bilan que tu peux faire de ces 5 dernières années. Alors, très, très rapidement, puis Christopher va compléter, puisqu'il a été au ministère des Français de l'étranger. Moi, je pense que sur la partie simplification, on a beaucoup travaillé à la dématérialisation. On peut encore faire plein de progrès, mais les certificats de vie qui sont importants pour nos retraités qui vivent aux États-Unis et Canada ont été dématérialisés. Une plateforme de procuration a été mise en place qui a simplifié la prise de procuration, qui a été extrêmement utile. On a des centaines de Françaises et de Français qui ont voté par procuration à l'élection présidentielle. On a obtenu le vote électronique pour ces élections législatives. On en parlera sans doute tout à l'heure. Donc, on a fait des progrès sur la dématérialisation. On en a encore beaucoup à faire. On a aussi fait des progrès sur la fiscalité. On ne l'a pas fait tout seul, mais je pense qu'on a contribué avec notamment les services du Trésor français à faire reconnaître la CSG comme un impôt par le fisc américain. C'était déjà le cas au Canada, pardon. C'est maintenant le cas aux États-Unis. Vous pouvez donc déduire de vos impôts payés aux États-Unis la CSG payée en France avec une rétroactivité de 10 ans. Et puis peut-être que je vais laisser Christo compléter évidemment sur ce qui a été fait pendant la crise parce qu'il était au cabinet du ministre, mais aussi sur l'éducation. On a fait beaucoup de choses et je sais que c'est un sujet qui lui est cher. Donc vas-y. D'abord, oui, évidemment, sur l'éducation, pour compléter ce qui a été fait en dehors du Covid. Sur l'éducation, on a eu la chance d'avoir un président de la République qui s'est beaucoup engagé sur le sujet et qui, il y a 3-4 ans, a fait un discours à l'Académie française où il a
souhaitait doubler le nombre d'élèves dans le réseau d'ici 2030. Et donc, pour cela, il a une vision, je dirais, qui est de développement très forte. On a plutôt été sur la pente positive, malgré la crise, avec, je dirais, un double objectif. Le premier, c'est évidemment d'augmenter le nombre d'enseignants. Et donc ça fait partie des mesures qui ont été faites notamment via une proposition de loi de Samantha Cazebonne, une sénatrice de la majorité, qui a créé les instituts de formation et qui permet aujourd'hui de former des enseignants, non pas uniquement via le réseau de l'éducation nationale, mais aussi directement à l'étranger. Et donc en Amérique du Nord, il y aura un centre de formation à Ottawa qui permettra de créer des postes pour des enseignants spécialisés dans l'enseignement français à l'étranger, ce qui est un des défis évidemment pour le développement. À côté de ça aussi, on a essayé de regarder les alternatives au lycée français, qui sont un peu les vaisseaux amiraux. Je sais que c'est une expression qui t'est chère, Roland, et donc créer aussi des programmes de coopération avec les systèmes éducatifs locaux. New York, je pense que demain, on aura la chance d'aller demain matin à NYFAX, qui est une charter school, qui est présidée par Richard Ortoli, qui est un de vos élus, et qui est un modèle évidemment exceptionnel parce que c'est le contribuable américain qui finance l'école et sur un programme qui est bilingue et qui permet à des centaines d'élèves francophones et notamment aussi français d'avoir un accès à l'éducation presque gratuit. Donc c'est aussi un des modèles qu'on essaye de développer. Et puis aussi des cours qui sont dans les coins où il n'y a pas vraiment de ce genre d'établissement, ce qu'on appelle les programmes flammes, qui sont des programmes plutôt de cours du soir, hein, mais qui se sont beaucoup développés, notamment aussi grâce à Marie Navel, qui est la présidente. Il y a plein d'autres personnes qui sont familières avec ce programme, et on a donc triplé le budget qui lui est dévolu, et avec une vraie volonté de développer le programme Flamme pour que plus de parents puissent y participer. D'ailleurs, à ce sujet-là, une des mesures de notre programme, c'est de donner un pass éducation, pass langue française pour les parents pour qu'ils puissent bénéficier d'une somme pour mettre leurs enfants dans ces cours-là. Donc ça, c'est sur l'aspect éducatif. Et puis évidemment, je souhaite vous parler aussi de ce qui a été fait pendant la crise du Covid, parce que ça a évidemment changé à tous nos vies. Et du côté du ministère, on a essayé de développer un plan de soutien, un peu comme ce qu'on a fait en France pour les Français de l'étranger, d'ailleurs assez inspiré de ce qui avait été fait en France, avec évidemment des mesures sociales pour permettre aux Français qui en avaient le plus besoin de pouvoir bénéficier d'une aide pendant toute la crise Covid. On a appelé ça le SOS Covid, qui a bénéficié à des centaines de Français, aussi aux États-Unis, au Canada et ailleurs. On a aussi réussi à rapatrier des Français qui en avaient besoin en France. Pendant cette période-là, le délai de carence a été supprimé, d'ailleurs sur un amendement qui a été initié par Roland au début de la crise. Donc il y a vraiment eu ces deux volets, presque 250 millions d'euros qui ont été dévolus à la crise et au soutien des Français de l'étranger. Et je crois qu'on peut se dire que ça a été une spécificité française, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui ont dédié un budget spécifique pour leur communauté et leur diaspora à l'étranger. Peut-être juste, si je peux me permettre de compléter, parce que je vois qu'il y a une question en chat sur ce sujet-là. La mobilité pendant le Covid, ça a été évidemment extrêmement difficile pour tout le monde. Et moi, j'ai l'habitude de dire que les Françaises et les Français d'Amérique du Nord, ils ont eu la double peine. Ils ont eu les contraintes dans leur pays d'origine, États-Unis ou Canada, avec des contraintes extrêmement fortes, quarantaine obligatoire de 14 jours au retour au Canada, des enjeux de visa qui ne permettaient pas à des Français de retourner aux États-Unis et donc de les quitter au risque de ne pas pouvoir retourner travailler. Ça a été une période extrêmement difficile. Et il y a des mesures qui ont été prises, auxquelles d'ailleurs, pour certaines d'entre elles, j'ai été opposé. Clairement, la fameuse interdiction d'entrer sur le territoire français sauf motif impérieux, ce n'est pas une mesure que moi j'ai appuyée, mais je veux vraiment insister sur le fait qu'à chaque moment de cette crise, mon souci, ça a été d'essayer d'aider au maximum vous, les Français qui vivent en Amérique du Nord, à vivre au mieux cette crise. Par exemple, quand les frontières ont été fermées, moi j'ai passé, ça a été annoncé, vous vous en souvenez sans doute, un vendredi par Jean Castex à l'aéroport de Charles de Gaulle. J'ai passé le week-end à Matignon à négocier tous les motifs impérieux nécessaires qui ont, in fine, permis à toutes les Françaises et tous les Français qui voulaient rentrer en France de rentrer en France.
On a eu ensuite un recours déposé par un certain nombre de gens qui d'ailleurs a été reçu par le Conseil d'État qui a permis de supprimer cette mesure, et ça c'est très bien. Mais en attendant, n'oubliez pas que pendant tout ce moment-là, vous avez pu rentrer en France pour tous les motifs impérieux qui finalement le méritaient, perte d'emploi, retour en France pour des raisons familiales, enfants de parents divorcés, mesures importantes contractuelles qui vous conduisaient à devoir rentrer en France pour signer tel ou tel contrat, acquisition de domicile, etc. etc. Et ça, c'est vraiment un souci qui m'a préoccupé tout au long de la Covid. On a eu des défis de visa pour les étudiants qui ne pouvaient pas rentrer au Canada ou au Québec. J'ai fait des représentations auprès des élus canadiens pour accélérer les choses. On a eu évidemment le défi du travel ban qui a été extrêmement fort, pour lequel l'administration française, le ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre et même le président sont intervenus pour le faire lever. Ça a pris du temps, mais on y est enfin arrivé. Retenez juste qu'évidemment, rien n'a été parfait. On aurait sans doute pu faire mieux avec la connaissance parfaite des éléments, mais qu'on a tous fait de notre mieux, que les États ont fait de leur mieux, que leurs élus ont fait de leur mieux, et qu'au fond, quand on compare la situation française à beaucoup d'autres situations dans le monde en termes de gestion sanitaire, en termes de gestion économique, en termes de gestion sociale et en termes de gestion des élèves dans les écoles qui ont pu ouvrir très vite, je pense que la France n'a pas à rougir de la manière dont la crise y a été gérée. Et je pense non plus que la France n'a pas à rougir de la manière dont elle a traité ses expatriés. Merci, merci Roland pour tes réponses. Et en effet, c'est vrai que la crise du Covid, notamment pour les Français de l'étranger, c'était très difficile. Et comme tu l'as mentionné, ça n'a pas permis justement d'échanger directement avec les gens. Et donc là, maintenant que bon, on est toujours en période de Covid, mais on peut enfin se déplacer, échanger avec les gens. Donc j'aimerais bien que tu puisses me parler un peu du tour de campagne et des priorités que tu as entendues pendant ce tour de campagne, toi ou Christopher, sachant qu'il y a déjà des petites choses qui viennent dans le chat, mais peut-être me parler un peu de ça, s'il vous plaît. Merci. Bah déjà, c'est un immense plaisir. Vous savez, les députés avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, dont avec Roland évidemment, ont l'habitude de dire qu'ils ont la plus belle circonscription de France. Nous, je peux quand même dire qu'on rend souvent les Français jaloux parce que avoir le Canada et les États-Unis, ça fait une circonscription qui a du sens parce qu'il y a une vraie vision du monde nord-américaine et une identité assez forte qu'on retrouve. Certes, c'est deux régimes différents, mais il y a une vision de la décentralisation, il y a une vision assez libérale, au sens américain du terme d'ailleurs, assez progressiste et libérale qu'on arrive à défendre. Donc on est très heureux et on est évidemment très heureux quand on peut aller à votre rencontre, comme c'est le cas en ce moment, parce qu'il y a une diversité incroyable entre les Français de San Francisco, Sophie, je pense à toi, à Washington, à Montréal, à Vancouver. Donc on a fait tout ce tour, on a fait, je pense, une dizaine ou une douzaine de villes en quelques semaines, à raison de pratiquement un vol par jour, pour aller voir un petit peu à chacun vos préoccupations. Et je crois que ce qui revient fondamentalement, c'est quand même une forme d'inquiétude. C'est sûr que pendant 2 ans de Covid, le travel ban aux États-Unis notamment a créé une distance qui a été extrêmement difficile à vivre, et on voit même à New York en ce moment qu'il y a un pic qui revient. Donc je pense qu'il y a toujours cette crainte, même si elle est teintée d'optimisme en ce moment. Et donc évidemment, avoir des élus, c'est essentiel parce que, encore une fois, il y a cette proximité, cette capacité à agir auprès aussi des autorités locales. Et ça, je pense que ça fait partie des sujets importants. Il y a le sujet, comme toujours, aussi de l'éducation, avec souvent ce qu'on voit, c'est des gens qui aussi ont leurs enfants dans des systèmes locaux et qui peuvent s'inquiéter quand ils sont en mobilité et qui veulent revenir en France, d'avoir parfois un décalage et la difficulté de remettre leurs enfants dans le système français. Ça fait partie de vos préoccupations. Et puis, comme tu l'as dit, la question de la modernisation des services publics, qui est au fond l'enjeu le plus important dans une époque où on vit avec des téléphones portables. On s'attend à ce que tout soit accessible. Et là-dessus, je pense qu'il y a une vraie transformation qui est assez récente, avec notamment l'identité numérique qui va permettre d'aller beaucoup plus vite. Alors, tu en as parlé, donc je ne vais pas répéter, mais il y a déjà des chantiers où on est assez innovant en tant que Français de l'étranger, notamment par exemple sur le registre d'état civil,
qui permet en fait à un Français et qui permettra à un Français de l'étranger d'avoir un acte qui sera notarié et signifié par un agent de façon totalement numérique, alors qu'en France, il faut passer par des agents. Donc là-dessus, on avance très vite et je suis assez optimiste que dans les prochains mois, les prochaines années, on aille encore plus loin pour vous faciliter la vie. Un point juste pour ajouter sur le fait que moi, je crois à fond à la dématérialisation des procédures. Je suis aussi convaincu que la dématérialisation, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, il y a aujourd'hui des gens qui vivent à l'étranger, il y a aujourd'hui des personnes qui vivent en Amérique du Nord, qui n'ont pas l'habitude de traiter des procédures administratives par voie dématérialisée. Il y a des retraités, il y a des personnes qui souffrent d'électronisme. Et donc, il faut vraiment pouvoir privilégier les services consulaires pour eux, prioriser leur accès aux services consulaires. Donc, l'idée, c'est surtout pas de supprimer les consulats et d'avoir une administration totalement dématérialisée, c'est de maximiser la dématérialisation de manière à ce que les personnes des consulats puissent se consacrer à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Par exemple, renouveler un passeport aujourd'hui, c'est dématérialisé si vous êtes américain, canadien, irlandais, anglais, espagnol, italien. Vous devez encore vous présenter au consulat quand vous êtes français. Réservons la présentation au consulat pour le premier passeport, qui est un acte important évidemment, que ce soit pour un jeune enfant ou un adulte qui devient français, et renouvelons les passeports par voie dématérialisée. Donc, on n'est pas pour passer dans le 23e siècle tout de suite. On va rester dans des relations humaines qui sont très importantes, notamment pour les personnels des consulats, mais on va les réserver aux personnes qui en ont évidemment le plus besoin. Merci beaucoup Roland et Christo. Avant de prendre les questions, parce qu'il y en a beaucoup et donc je pense qu'on va passer à Jean-là, je voulais juste simplement rappeler effectivement cette chance immense que nous avons, nous, de pouvoir avoir des représentants et des élus à l'étranger. Et donc je voulais juste que vous nous fassiez un tout petit tour d'horizon sur l'importance de ce vote aux législatives, parce qu'on a vu en 2017 un taux record d'abstention. Et c'est un record qui a dépassé 50% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et il y a les raisons de ces abstentions sont multiples. Mais quand on entend ces statistiques, on se demande si les gens ne sont pas intéressés par ces élections et qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens comprennent. Donc, j'aimerais que tu parles un petit peu, si tu veux bien, Roland, de ce qu'il faudrait que nous fassions, nous, peut-être à titre personnel, ou comment faire un peu pour encourager les gens à aller voter cette année, puisque nous avons encore une fois, je le redis, et je trouve que c'est assez extraordinaire, cette chance d'avoir des représentants à l'étranger de notre pays. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie parfois et qu'on ne mesure peut-être pas. Donc, comment faire pour que les gens soient plus intéressés, soient plus motivés pour aller voter? C'est vraiment une question essentielle parce qu'on parlait tout à l'heure de la montée des populismes. Elle s'accompagne d'un désintérêt croissant des électeurs vis-à-vis de la politique en général, des élections en particulier. Alors, attention, aux dernières élections présidentielles américaines en 2020, on a eu un taux de participation historique. Et on s'est beaucoup plaint, il y a maintenant quelques semaines, d'un taux de participation historiquement faible à l'élection présidentielle française. Malgré ça, historiquement faible en France, historiquement fort aux États-Unis, on a plus voté en France qu'aux États-Unis. C'est-à-dire que les Français restent intéressés par la politique, les Français restent extrêmement motivés et mobilisés pour les élections présidentielles. C'est beaucoup plus compliqué pour les élections intermédiaires et pour les élections législatives. Tu l'as dit, en 2017, moins de 50% de participation aux élections législatives nationales. Mais pour les élections des Français de l'étranger, c'était encore moins, c'était à peine 20. Et donc, le défi majeur, c'est de faire en sorte que les Françaises et les Français votent pour leurs députés. Alors, il y a sans doute plein de bonnes raisons pour lesquelles les gens s'intéressent moins aux élections législatives. On a d'ailleurs, avec le président, décidé de lancer, dans le cadre d'un second mandat, une commission transpartisane pour examiner les ressorts de l'abstention, essayer de redynamiser notre démocratie, de faire évoluer les règles fondamentales, y compris peut-être le mode de scrutin. Mais moi, j'ai ce soir surtout envie de vous parler de vous, des élections, comme tu l'as dit, des élus des Français de l'étranger. On est à peu près les seuls au monde à élire nos députés au suffrage direct, uninominal, à 2 tours, au scrutin majoritaire, qui fait que quand vous êtes content de moi, ça arrive, vous pouvez m'envoyer un petit courriel à mon adresse pour me remercier. Et quand vous n'êtes pas content, ça arrive encore plus souvent, vous pouvez aussi m'envoyer un courriel à mon adresse personnelle à l'Assemblée pour me le faire savoir. C'est unique au monde, ça.
Si vous étiez américain, aujourd'hui, vous éliriez un représentant dans l'État dont vous êtes originaire. Donc ça, il faut vraiment l'avoir à cœur. Et la meilleure manière de faire en sorte que vos députés soient entendus à l'Assemblée, c'est qu'ils représentent le maximum de bulletins, qu'ils représentent le maximum d'électeurs. Et donc, plus vous allez voter pour ces élections, plus vous allez faire voter autour de vous, plus votre voix sera entendue à l'Assemblée, parce que plus la voix de vos députés sera également entendue. Et pour ça, on a un outil merveilleux cette fois-ci, c'est le vote par Internet. On ne l'avait pas il y a 5 ans. Il a été expérimenté à l'occasion des élections consulaires, pour laquelle d'ailleurs tu as été élue, Sophie, et quelques autres. Ça n'a pas pour autant passionné les foules, puisque les taux de participation étaient très faibles, mais pour autant, on a eu près de 90% des scrutins qui ont été faits par électronique. Donc le scrutin à l'urne a été très, très, très peu présent pour cette élection intermédiaire qui se passait en pleine crise de Covid. Donc il faut vraiment utiliser cette possibilité qui vous est donnée d'utiliser le scrutin par Internet pour voter, voter, voter et faire voter autour de vous. Alors pour ça, vous le savez, il faut avoir son adresse email et son téléphone portable ou cellulaire, comme on dit chez vous, qui soit à jour sur le site du consulat. Si vous êtes inscrit, si vous avez votre NUMIC, c'est très simple de vérifier ces coordonnées. Vous devez recevoir un email et un SMS qui vous donnent votre identifiant et votre mot de passe. Malheureusement, vraiment, j'en étais pas content. On a reçu un premier duo hier d'identifiant et de mot de passe par email, par SMS. J'ai reçu le mien, Christopher a reçu le sien, Sophie et O'Neill, j'espère que vous avez reçu le vôtre aussi. Et il y a eu un bug qui fait qu'aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères, qui n'avait pas pu charger tous les électeurs, a dû relancer l'initialisation de ces identifiants et de ces mots de passe. Donc malheureusement, nous allons tous recevoir à nouveau, d'ici demain ou après-demain, un nouvel identifiant par email, un nouveau mot de passe par cellulaire, annuler en place ce que vous avez reçu depuis 2 jours. Entre nous, j'étais furieux, parce que je pense que l'enjeu de la mobilisation est fort, la confusion éventuelle que ça pourrait donner est pour le moins confusante, comme on dit parfois. Et donc voilà, j'en profite pour à la fois vous expliquer ce fait, vous alerter sur ce fait et vous engager à bien suivre vos courriels et vos SMS dans les 2-3 jours qui viennent, parce que vous allez recevoir des nouveaux identifiants et des nouveaux mots de passe qui, à partir du 27, vous permettront de voter en ligne. Peut-être juste pour compléter ce que tu disais, l'enjeu principal à l'étranger, c'est évidemment en mauvais français, le reach, c'est comment on vous atteint. Je voyais dans le chat une dame qui se plaignait du manque de communication. En fait, Roland, il a écrit pratiquement une fois par mois pendant la crise, chaque semaine. Donc, en fait, il envoie beaucoup de communication. La difficulté, c'est que c'est sur un canal, l'email, qui est souvent soit dans les spams, soit dans les indésirables, et qui, du coup, nous empêche d'aller voir tous les Français. Et c'est vrai que on a de la chance si vous êtes là, c'est que vous avez reçu l'invitation. Et donc, il y a tout un travail aussi autour de la manière dont on peut convaincre les Français qui sont autour de vous et qui ne sont pas inscrits à s'inscrire au consulat. Et ça fait la différence, notamment parce que dans des situations de crise, comme on l'a vu, vous aurez une information qui est privilégiée, qui est plus accessible. Et nous, ça nous permettra, en tant que vos représentants, et je pense aussi évidemment à Sophie, à vos représentants des conseillers des Français de l'étranger, d'avoir plus d'impact et de faire remonter vos problèmes. Et je peux vous assurer qu'avoir un député, avoir un élu qui est capable de faire remonter des situations particulières et puis des situations plus générales, ça s'est encore vérifié il y a quelques temps. Je pense que tu prendras peut-être cette question, mais il y a une question sur la cotisation des enseignants. On a été interpellé. Roland a été interpellé il y a quelques jours là-dessus. Et très vite, il a pu tout de suite saisir l'administration, saisir le gouvernement qui a pu être nommé il y a quelques jours, pour tout de suite avoir un premier résultat qui devrait arriver dans les prochains jours. Donc c'est important. Il y a un manque de connaissance de ce réseau, de ce réseau de représentants. Et vraiment, on vous demande aussi d'en parler et de nous écrire des mails qui parfois ne sont pas sympas, mais on est là pour ça. Donc, parlez de vos élus autour de vous. Alors, peut-être, je vais prendre quelques questions rapides qui ont été dans le chat sur ces sujets de procédure. Puis ensuite, je répondrai à la question sur les cotisations.
Puis je vois qu'il y a une question aussi sur l'article du New York Times sur Haïti, donc on en parlait avant-hier et on l'a lu, donc tu pourras peut-être prendre celle-là. Pour ce qui est des SMS, moi j'ai reçu le mien d'un numéro qui s'appelle Législative. D'autres ont reçu le leur de numéros chiffrés. Donc il n'y a pas de règle systématique sur le numéro qui va vous envoyer le SMS. Donc vraiment, regardez vos SMS, ça peut arriver d'un numéro un peu bizarre. Le mot de passe lui-même est extrêmement long et vous recevrez votre identifiant par courrier électronique. Pourquoi on ne peut pas voter pour le président par Internet? J'espère que ça viendra un jour. Nous sommes des précurseurs, nous sommes des pilotes. On avait déjà pu voter pour les européennes et les consulaires en 2014. Ça a été ensuite supprimé pour les législatives de 2017. On les réinstaure cette fois-ci. On va voir si ça se passe bien. J'espère qu'un jour, on pourra généraliser tout ça. Évidemment, si jamais ça se passait mal et qu'on se faisait pirater, et que du coup, on devait élire à nouveau le représentant des Français d'Amérique du Nord, les institutions françaises n'arrêteraient pas de fonctionner. On ferait une élection partielle, on voterait à nouveau, et j'allais dire, ça ne serait pas la fin du monde. On ne peut évidemment pas se permettre ce genre de bug, si je puis dire, avec une élection présidentielle. Donc, si l'élection présidentielle venait être piratée, allez, au hasard, en Russie, et que les 10 000 électeurs russes, français de Russie, voyaient leur vote remis en cause, on aurait sans doute un risque d'annulation de l'élection présidentielle. Donc, avant de pouvoir voter par Internet pour l'élection présidentielle, je pense qu'on aura encore un peu de progrès à faire sur la sécurité de cette procédure de vote. Sur les cotisations et la hausse très forte des cotisations des professeurs détachés dans les établissements partenaires de l'AEFE, Christopher l'a dit, on a été alerté très vite, à la fois par courriel et dans le cadre des réunions publiques qu'on a menées ces derniers jours, notamment à Washington, où 2 professeurs étaient là, pour nous alerter sur le fait qu'un décret avait été passé, montant de 17 points les cotisations retraite des travailleurs. Bon, on a remonté la piste de cette décision, prise, j'allais dire, comme par hasard, en pleine campagne électorale, à un moment où les ministres étaient pour certains sur le départ et pour d'autres pas encore arrivés. Un décret qui est lié à une décision européenne, donc qui devait être pris, mais qui a été pris de manière extrêmement rapide, extrêmement brutale, sans aucune considération pour les premiers concernés et accessoirement sans prévenir les élus qui auraient pu peut-être donner leur avis là-dessus. Et donc, je suis monté, tu l'as dit, tout de suite au créneau, en l'absence de gouvernement, puisque j'ai commencé à échanger là-dessus dès vendredi. J'ai appelé l'Élysée directement, j'ai alerté. Il y a eu une réunion interministérielle très vite. Il y en avait, je pense, une deuxième hier. Un nouveau décret est en préparation et je pense qu'il va régler l'immense majorité des problèmes qu'avait soulevé ce décret précédent. Ce n'est pas encore officiel. Donc, je ne peux pas me permettre de vous donner la décision dans son détail, mais sachez que toutes les personnes qui étaient concernées par cette mesure ne le seront pas, y compris les nouveaux détachés pour lesquels le détachement ou le renouvellement de détachement commence en septembre 2022. Une éventuelle nouvelle mesure de cotisation ne pourrait concerner que des nouveaux détachés, et encore d'ici là, on aura une consultation avec vos élus pour s'assurer que ces choses-là soient bien faites. Donc, j'ai échangé directement avec Stanislas Guerini, le nouveau ministre de la fonction publique, au téléphone il y a à peine 2 heures, qui m'a dit que le nouveau décret était en préparation. Il devrait être publié demain ou après-demain ou plus tard. Évidemment, dès qu'il sera publié, je vous le diffuserai. Il sera rendu public sur nos réseaux sociaux et sans doute dans le cadre d'un email envoyé à tout le monde. Mais sachez que voilà, notre intervention, elle a été utile. Je n'ai pas été le seul d'ailleurs à intervenir. Je pense que tous mes collègues députés de la majorité ou de l'opposition sont tous montrés au créneau. Mais évidemment, avoir un député influent, avoir un député qui est président de commission, ça aide pour avoir directement de l'impact quand des décisions comme ça sont prises. Est-ce que tu veux parler un peu du papier du New York Times, peut-être ? Oui, c'est un sujet passionnant. C'est un article qui est sorti, je crois, ce week-end ou en fin de semaine dernière, qui explique comment la France, qui à l'époque avait comme colonie Haïti, et Haïti est le premier pays à avoir eu une indépendance, à être sorti de l'esclavage, a conditionné son indépendance au paiement d'une dette astronomique.
C'est un article qu'il faut lire parce qu'il y a un détail, puis je ne suis pas historien et je pense que je raterai les détails. Mais ce que je retiens, bon, il y a deux choses. La première, c'est qu'on a la chance d'avoir un président de la République qui, je pense, est probablement un des premiers présidents véritablement post-colonial. Le rôle qu'a eu le président par rapport au continent africain et son action qui a consisté notamment à mettre fin au franc CFA et un peu aux vestiges et surtout à accepter, notamment dans le devoir de mémoire, le rôle qu'a eu la France pendant cette période coloniale, et je pense totalement inédit. Et je crois vraiment que fait partie de l'héritage de ce premier quinquennat, c'est qu'on a eu un président très moderne qui a décidé de dépasser ces vieux clivages, alors avec succès, parfois avec difficulté. On sait bien que par exemple avec l'Algérie, il y a toujours une relation de tension, mais on a un président qui en tout cas accepte les faits. Il y a une loi que peu de gens connaissent, mais qui est cherchée à rendre publiques les archives historiques qui a été promulguée en fin de mandature. Tout ça, c'est vraiment une volonté du président d'être transparent sur notre histoire et d'accepter notre histoire. Et là, encore une fois, sans tomber aussi dans l'excès inverse qui consiste à sortir et faire un peu d'anachronisme sur telle ou telle situation. C'est pour ça que je pense aussi à la dette. Le sujet de la dette, c'est un sujet qui est complexe. On sait que la Grèce, en 2008, a relancé ce débat sur la dette qu'avait l'Allemagne après-guerre. Donc, c'est un sujet qui est complexe. En tout cas, je crois qu'on peut reconnaître qu'on a un président qui fait face à l'histoire et qui, en cela, fait une vraie rupture avec ce qui existait avant. Peut-être, j'ai encore vu des questions sur le chat sur cette histoire de cotisation. Donc, je suis désolé de revenir sur terre, mais ce qu'on a négocié et ce qui sera, j'espère, officiel dans le cadre d'un décret qui sera publié dans les jours qui viennent. C'est pour ça que je ne peux pas vous en donner trop les détails, puisque je ne l'ai pas encore lu. C'est ce qu'on appelle une clause grand-père qui ferait que tous les détachés actuels, y compris dans le cadre d'un renouvellement de détachement futur, parce que quelqu'un me disait c'est renouvelé tous les ans, mais tous les détachés actuels, y compris les nouveaux détachés de septembre, et y compris dans le cadre de leur détachement futur, ne seraient pas concernés par la nouvelle règle. Et par ailleurs, pour ce qui est de la nouvelle règle, je ne l'ai pas encore, et donc on la discutera avec le gouvernement et on vous la donnera évidemment quand elle sera disponible. Mais l'alerte des professeurs actuels, de ceux qui sont en attente de détachement pour septembre, à payer, et donc ils ne seront pas concernés par cette hausse des cotisations, ni maintenant, ni à l'occasion des renouvellements de détachement futurs. J'espère avoir été plus clair. Madame Marie-Tsou Fleury voulait poser une question, mais votre micro est coupé. Alexandre, est-ce que tu pourrais ouvrir le micro de madame ? Ah. Non, ça ne marche pas. Alors, peut-être une autre question. Non. Peut-être prendre des questions du chat parce qu'il y en a pas mal. Oui. Vous ne pouvez pas la poser, madame, sur le… Alors, il y a… Vous m'écoutez, madame? Oui, voilà. Vous m'écoutez? Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui. D'accord, je suis Marie-Tsou Fleury. Bonsoir et bonsoir Christophe, monsieur le député. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Au consulat, non, c'était à l'Alliance française à Porto Rico il y a… Oh, d'accord. Oui, oui, en 2017. Oui, ok. Oui, il faut retourner nous voir. On est un peu triste. Ce sera avec plaisir. Christophe, vous vous rappelez? J'étais au ministère des Affaires étrangères pendant presque 40 ans avec Richard, mon mari qui se cache. Et donc, comme vous savez bien, je suis très engagée avec la francophonie à Porto Rico. J'ai commencé quand Richard était dans son dernier poste à Kaboul et que j'étais arrivée à Porto Rico pour la première fois après autant des années. Et donc, on fait un colloque international très important. Bon, pour commencer, Porto Rico, le consulat général de France à Porto Rico a fermé. On avait toutes les îles, c'est parti à Miami et on souffre les conséquences de plus en plus. Je vais le dire clair, Richard est arrivé à Porto Rico en 1980. On est parti en 1984 pour le Mozambique. Donc, je sais ce qui s'est passé à Porto Rico avec un consulat général de France par rapport à ce qui se passe maintenant, qui est très, très difficile, la situation pour énormément de choses.
Donc, pour commencer avec la francophonie, étant donné que cette colloque international va être au mois de mars, et pour moi, c'est assez urgent parce qu'on est en train de les préparer. J'avais parlé avec vous, messieurs les députés, parce qu'étant donné qu'on recevait avant les fonds d'aide directement de vous, et vous m'aviez expliqué que c'était les staff, donc on est rentré. À ce moment-là, il y avait le consul général Clément, qui était un ami. Il nous a énormément accueillis et nous avons reçu une subvention pour cette colloque internationale qui est devenue les colloques les meilleurs. En plus, on a pu s'associer avec, pour l'organisation du colloque avec l'Université au Canada Trois-Rivières et Princeton aux États-Unis. Donc, ça, c'est les groupes d'organisation. Nous, on est l'association portoricaine des professeurs à l'université. Madame Fleury, excusez, je veux m'excuser de vous interrompre, mais je pense que le cas particulier, peut-être que je vais vous prendre par derrière et vous pouvez le poser, parce que là, je pense que votre question est extrêmement importante, mais comme le cas est très particulier. Ouais, je vais finir rapidement. Je vais finir plus rapidement parce que je pense que Christophe peut-être ils vont nous donner une réponse. Donc, les staff cette année nous a dit qu'étant donné qu'ils nous ont aidés il y a 4 ans pour les colloques, maintenant, c'est plus possible. Donc, Christophe, étant donné que tu es au ministère, je peux te tutoyer, je crois que ça me tutoyait la dernière fois, j'aimerais bien savoir auprès du ministère si tu pourrais m'envoyer quelque part, parce que je sais que vous avez un département qui s'occupe de la francophonie et qui peut-être… Ça va me permettre de répondre de façon aussi plus générale sur ce que c'est que STAFF. STAFF, ça a remplacé la réserve parlementaire, comme tu l'as dit. Alex. Et donc, en 2 minutes, pour expliquer, donc il y a un processus. Le processus, c'est qu'il faut d'abord passer son dossier auprès de la commission avec les élus. Les élus font un premier… Attends. On va laisser Christo répondre si vous voulez bien, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres questions. Donc, les élus font un premier screening. Moi, ensuite, il y a une commission nationale. La commission nationale qui s'est tenue il y a 2 mois, cette fois-ci, elle a réussi à récupérer énormément de projets. Il y a en effet des conditions qui sont d'ailleurs annoncées à l'avance. Donc, il faut vérifier ce point-là. Et moi, je vous engage, une fois que les dossiers sont avancés, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a très bien travaillé avec les élus cette année, c'est aussi de faire un peu de lobbying pour expliquer en quoi ce projet, il n'y a pas de critères définitifs. Hein. Je pense qu'il y a une appréciation qui est faite. Et nous, moi, c'est ma philosophie. L'objectif, c'est que l'argent qui est dévolu à ce financement, il soit dépensé dans son intégralité. Et ça, on y a tenu la dernière fois. Donc, l'objectif, c'est de présenter le mieux possible votre dossier. On vous encourage tous, toute association, qu'elle soit d'ailleurs Alliance française ou Alliance pour les Français de l'étranger. Généralement, il y a un critère sur STAFF, c'est que ça doit bénéficier notamment aux Français de l'étranger. C'est un des critères qui est utilisé et qui est censé être un moyen de garder cette spécificité. Mais en travaillant avec les élus, vous pouvez réussir vous pouvez parfaitement réussir à soutenir un projet dès l'année prochaine. Je pense que une question hyper importante, Roland, sur les services consulaires. Monsieur, un des autres. J'ai vu, ouais. Voilà, et je pense que c'est important de répondre à ça parce que je voudrais, que les gens comprennent quels sont effectivement les moyens qui vous sont donnés et comment est-ce que vous pouvez y arriver. Voilà. Non, mais c'est fondamental. Hein, donc, et je pense que tous les candidats, sans exception, plaident pour qu'on renforce les services consulaires et qu'on améliore leur efficacité. D'un point de vue du bilan, d'abord, ça ne concerne pas grand monde sur cet écran, mais je pense que c'était important, en tout cas pour nous politiquement. On a sauvé le consulat général de Moncton, qui devait être supprimé et pour lequel nous, on a écrit jusqu'au Premier ministre de l'époque, et évidemment Édouard Philippe, et au ministre des Affaires étrangères pour qu'on maintienne le consulat de Moncton, extrêmement éloigné. On parlait tout à l'heure de Porto Rico, c'est peut-être pas aussi loin que Porto Rico, mais c'est quand même très loin. Et puis c'est aussi un lieu où la francophonie est extrêmement présente. C'est un des lieux où les Acadiens sont encore très présents et dans lequel il était important pour nous de maintenir une présence française. Pour ce qui est de Montréal, puisque la question concernait Montréal ou d'autres consulats extrêmement demandés, mais c'est vrai que Montréal, après, avec plus de 70 000 Français inscrits et sans doute 3 à 4 fois plus présents, le consulat de Montréal a été extrêmement débordé post-Covid par des demandes administratives extrêmement fortes. On a obtenu 2 postes supplémentaires, un à l'automne, puis un autre très récemment, pour renforcer les moyens sur place.
mais c'est clair que ça reste insuffisant. La seule manière de désengorger des consulats avec des Françaises et des Français de plus en plus présents, c'est de dématérialiser ce qui peut l'être. Montréal fait partie des deux villes avec Lisbonne qui vont être expérimentales dans la dématérialisation du renouvellement des passeports. Ça, c'est votre député qui l'a obtenu les yeux dans les yeux avec le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur lui-même, parce que, évidemment, c'est la seule manière de désengager le consulat de Montréal. Pour ceux qui le connaissent, perché au-dessus de l'avenue McGill, on a besoin j'allais dire de déconfiner, de libérer évidemment les présents dans ce consulat en dématérialisant au maximum. L'autre manière d'avoir plus de moyens, je vous l'ai dit, mais je vous le redis, c'est de voter. Quand votre député représentera plutôt 20 000 ou 30 000 électeurs, il aura évidemment plus d'impact que quand il en représente 10 à 15 000. Et donc, plus les Français vont voter, au présidentiel, ça a été le cas, et je peux vous dire que ça s'est vu, l'écart entre le président élu et la candidate au second tour a été extrêmement important, et ça s'est vu. Mais il faut aussi évidemment que vos députés, quels qu'ils soient, que ce soit moi ou un autre d'ailleurs, soient élus avec le maximum de voix. Donc profitez de votre bulletin pour faire porter la voix des Françaises et des Français d'Amérique du Nord en France. Mais la dématérialisation, le renforcement des moyens, quand c'est possible, on l'a fait à Montréal. Et évidemment, n'hésitez pas à nous alerter quand vous avez des sujets particuliers. Ça a été le cas pour les visas E2 aux États-Unis, ça a été le cas pour les visas étudiants au Canada. On essaye aussi d'intervenir auprès des administrations canadiennes et américaines pour essayer de simplifier la vie des Françaises et des Français qui, je le répète, ont souvent malheureusement un peu la double peine. D'accord, merci. J'ai vu qu'on avait une autre question en ligne et on va peut-être donner la parole à Stéphane Vaudanden qui avait sa main levée depuis un certain moment. Donc Stéphane, allez-y. Merci beaucoup, Sophie. Je suis désolé de ne pas avoir ma caméra qui fonctionne. C'est un problème technique, mais je suis content de vous rencontrer, Monsieur Lescure et Christopher et toute l'Assemblée ici. J'ai en fait un problème avec ma fille qui vient d'être acceptée à travers l'université de Colombie-Britannique, un double bachelor avec Sciences Po sur Reims. Et en fait, les frais de scolarité, dans notre cas, elle est française, mais française de l'étranger. Les frais de scolarité que nous demande Sciences Po sont de 13 500 $ par an. C'est simplement les frais de scolarité. Il y a bien d'autres frais en plus que ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour les Français qui habitent en France, les revenus des parents sont pris en compte. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit en France, ses parents vivent en France, il va payer en fonction du salaire de ses parents un pourcentage des 13 500. Mais dans notre cas, Sciences Po m'a dit que nous devions payer la totalité des frais. Et dans mon cas, qui suis de classe moyenne, un père célibataire, c'est une somme considérable. Mais en même temps, j'ai espoir, et donc c'est pour ça que j'ai essayé de vous contacter à plusieurs reprises, mais j'ai espoir que peut-être, pour une question plus générale, on pourrait essayer d'améliorer cette situation pour les Français de l'étranger, que leurs enfants puissent bénéficier du même traitement finalement que les Français qui habitent en France. Pour vous dire, vivant en Colombie-Britannique dans un monde anglophone, c'est un effort énorme que nous faisons pour garder la culture avec la France. Et ma fille est très brillante. Elle termine ses études, qui ne sont pas des études dans un lycée français, mais qui sont dans un lycée francophone du Canada. Et elle a fait le baccalauréat international, beaucoup d'efforts. Et c'est une chance exceptionnelle pour elle, qui n'a jamais vécu en France, de pouvoir aller à Reims et découvrir la culture francophone. Et je souhaite de tout mon cœur que ce projet puisse se réaliser. Simplement, lorsqu'on discute de la situation financière avec la France, en étant français de l'étranger, il semblerait à chaque fois que finalement, on nous fait payer le même prix que si on était étudiant international. Et je peux dire que pour ces études qui sont très coûteuses, il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus aisés que dans mon cas, et que donc, voilà, excusez-moi, oui. Simplement poser cette question qui au-delà de mon cas particulier, c'est la France aide les élèves
Ève, et donc, le fait qu'on soit étranger, Mais on peut-on va avoir se... les mêmes droits? Peut-on avoir les mêmes droits Votre que les cas Français? m'interpelle parce que j'ai été moi-même dans cette situation. Alors déjà, Sciences Po, j'ai fait les deux. J'ai fait la fac française et j'ai fait Sciences Po. Sciences Po, c'est par principe, c'est quand même une école qui est une école privée, en fait, qui n'est pas rattachée directement. Alors, il y a une gouvernance un peu spécifique avec des gens qui sont aussi nommés par l'État, mais ça reste une école qui n'a pas le statut de grande école, mais qui est une école spécifique avec des droits de scolarité qui sont beaucoup plus chers. Alors, vous parliez de 13 000, mais en fait, en effet, en France, c'est sur les revenus des parents. Et évidemment, c'est beaucoup plus cher que si vous allez à l'université française. À l'université, quand vous êtes français, et moi j'étais en terminale à Stanislas, à la fac, c'était exactement le même prix pour les autres, ce qui entre nous est assez différent que ce que vous vivez au Canada, où il y a des droits de scolarité qui sont déjà plus chers et qui par ailleurs divergent selon la province où on est. C'est-à-dire que quand vous êtes en Colombie-Britannique, historiquement, même vous payez plus cher qu'un étudiant français qui avait une convention bilatérale avec le Québec. Donc, je pense qu'il y a une vraie volonté de garder, de préserver notre système. Notre système universitaire, il est quand même fondé sur, non pas la gratuité, mais la quasi-gratuité, avec des droits de scolarité qui sont probablement les plus bas au monde. Évidemment, quand on parle des écoles qui ont des gouvernances un peu privées, elles ont leur propre barème. Et à vrai dire, je ne suis pas sûr que autant on peut toujours travailler sur des systèmes de bourse ou autres, mais on a plutôt aussi la volonté de développer des offres éducatives qui ne sont pas uniquement des offres universitaires. Donc, j'entends ce que vous dites. Je pense qu'on peut voir, parce qu'il y a aussi des systèmes de bourse qui fonctionnent à Sciences Po et qui sont aussi ouvertes aux étudiants étrangers. Et après, quand même, vous rappeler que le système universitaire en France et pour les Français de l'étranger reste extrêmement accessible. Mais juste pour compléter, parce que je connais bien ce programme qui est effectivement un excellent programme, à la fois à Reims et à UBC à Vancouver. C'est vrai que c'est cher. C'est vrai que les Français de l'étranger sont considérés comme des étrangers revenant en France. Et c'est le cas, en fait, où que vous soyez en dehors de l'Union européenne, sauf si vous avez passé au moins 2 ans dans l'Union européenne précédente. Et c'est vrai que ça fait beaucoup d'argent. La réglementation européenne est telle qu'effectivement, on doit accepter les ressortissants de l'Union européenne de manière symétrique entre les différents pays, que vous soyez français d'Allemagne ou espagnol d'Italie ou français de France. Mais en dehors de l'Union européenne, c'est des frais de scolarité extra-communautaires qui s'appliquent. Il y a des accords particuliers, tu l'as dit, avec le Québec, par exemple, qui fait que quand vous êtes français du Québec ou québécois du Québec, vous pouvez avoir des frais de scolarité réduits quand vous venez en France et vice-versa. Mais avec les autres pays, et en l'occurrence les autres provinces, ce n'est pas le cas. Donc effectivement, Christo l'a dit, la seule manière de pouvoir contourner ça, c'est de demander une bourse spécifique à Sciences Po. Donc ça, je vous engage à faire la démarche particulière. Mais on est effectivement dans un environnement international dans lequel, ça a été dit d'ailleurs dans le chat, et je le comprends, les Français qui vivent en dehors de France se sentent parfois un peu malmenés, mais c'est aussi un peu, il faut le reconnaître, le prix de l'expatriation. On l'a dit tout à l'heure, un des États, la France, qui soutient le plus ses expatriés au monde, à la fois en termes de réseau consulaire, en termes d'appui pendant les crises, en termes d'appui à l'enseignement avec la EFE, mais ça reste malgré tout une aventure qui nous éloigne de la mère patrie et pour lesquelles parfois, vous l'avez dit, garder ce contact fort avec la culture française, c'est coûteux, j'allais dire à la fois financièrement, mais aussi personnellement. Merci Roland pour ta réponse. On a une autre question dans le chat qu'on va prendre et si on a un peu de temps, on pourra prendre une autre question à l'oral. Mais c'est une question qui est revenue 2 fois, c'est sur la CSG, sur les revenus immobiliers et la différence en fait de traitement entre les Français établis en dehors de l'Union européenne et ceux qui sont à l'Union européenne et puis l'engagement que tu pourrais prendre à ce niveau-là. Donc, si tu pouvais répondre à cette question, merci. C'est très clair, la CSG sur les revenus immobiliers qui avait été instaurée en 2012 dans le cadre du quinquennat précédent a été déclarée illégale dans l'Union européenne du fait de la réglementation européenne qui fait qu'on ne peut pas avoir une double taxation entre 2 différents pays pour le même service, qui est celle de la sécurité sociale, qui est aujourd'hui au fond européenne. C'est-à-dire que quand vous êtes en Irlande,
résident français et que vous payez tout ce que vous devez payer en Irlande, vous ne pouvez pas avoir une contribution sociale prise sur le sol français. Cette illégalité européenne ne l'est absolument pas d'un point de vue extra-européen. Et moi, j'ai tendance à être d'accord avec ceux qui sont dans le chat et à considérer que si on pouvait la supprimer, ça serait quand même plus simple pour tout le monde. J'ai même porté des amendements en ce sens. Et je peux vous dire que gauche, droite, centre ou d'ailleurs, tous les députés des Français de l'étranger étaient d'accord là-dessus. Il faut reconnaître que sur ce sujet-là, on a été défait et qu'à 11 contre 566, pour des ressources qui sont quand même importantes, puisque c'est 40 à 50 millions d'euros par an de recettes supplémentaires, nos collègues, de tous les bancs d'ailleurs, hein, de gauche, de droite et du centre, ont refusé de le voter. Il faut savoir aussi que cette CSG sur les revenus immobiliers en France ne s'applique pas seulement aux Français de l'étranger, mais aussi aux Américains, aux Canadiens, aux Chinois qui ont des propriétés en France et qui les louent. Donc c'est vrai que c'est aussi une manière de faire payer les étrangers, qu'ils soient français ou non, qui détiennent des propriétés et qui en tirent des revenus en France pour des services publics français dont on bénéficie tous quand même quand on rentre en France. Et donc, fort de ce constat, moi, j'ai mis le paquet, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai priorisé la volonté que j'avais de faire reconnaître la CSG et la CRDS comme un impôt par l'IRS, par le fisc américain. Et donc, on est, dès mon élection, avec Christo d'ailleurs, qui travaillait avec moi à l'époque, on s'est rendu à Washington, on a pris un rendez-vous avec le chef de services internationaux à l'IRS, on a pris rendez-vous avec le Treasury, on y est allé avec les représentants du Trésor français et on a commencé des représentations de manière à ce qu'on puisse faire reconnaître la CSG et la CRDS comme un impôt, alors que jusqu'alors, elle était considérée comme une cotisation sociale et donc non déductible des impôts américains. Et ça, on l'a obtenu. C'était déjà le cas au Canada, c'est maintenant le cas aux États-Unis. Donc, si vous payez de la CSG en France sur des revenus mobiliers, vous pouvez la déduire des impôts que vous payez aux États-Unis. Vous pouvez même, de manière rétroactive, déduire la CSG que vous avez payée ces 10 dernières années auprès du fisc américain. J'imagine, si vous êtes fiscalisé aux États-Unis, vous avez un conseiller fiscal, rapprochez-vous de lui, parce que vraiment, je pense que c'est une belle victoire qui fait que, oui, vous la payez en France, mais vous la déduisez de vos impôts américains. Franchement, c'est quand même pas mal. Bon, merci pour cette réponse parce la question est revenue pas mal de fois. Et là, je pense que ce sera intéressant de parler un peu d'écologie parce qu'on a une question très intéressante sur la transition énergétique posée par Annick qui fait le lien entre la dématérialisation des procédures administratives, le vote électronique et quelles sont les autres actions qui sont envisagées en fait pour atteindre les objectifs de net zéro. C'est essentiel, hein. Je pense que c'est essentiel. Moi, une chose qui me frappe dans nos déplacements, on était hier à Boston, on a rencontré un certain nombre de chercheurs des universités de Cambridge, donc il y avait des gens de Harvard, des gens du MIT. On était à Vancouver il y a quelques jours, on nous en a beaucoup parlé. Les Françaises et les Français d'Amérique du Nord sont extrêmement sensibles aux enjeux environnementaux. Peut-être plus que les Américains eux-mêmes d'ailleurs, hein, parce qu'il ne faut jamais oublier que les États-Unis, c'est 3 fois plus d'émissions par habitant que la France, et le Canada, plus de 2 fois plus. Donc, on aime se battre notre poule, on aime se donner des objectifs ambitieux, et ça, c'est très bien, il faut le garder. Mais n'oublions pas aujourd'hui que parmi les pays occidentaux, la France est plutôt exemplaire. Pour autant, le président a souhaité que ce quinquennat soit écologique ou ne soit pas, ce sont ses termes. Il a décidé que la mission première de la Première ministre, et personnellement, je suis extrêmement fier que ce soit une Première ministre qui a été nommée, qui plus est extrêmement compétente, c'est l'essentiel, mais aussi une femme, Elisabeth Borne, qui a été ministre des Transports, qui a été ministre de l'Écologie, qui a été ministre du Travail, qui a fait des transformations importantes, qui a été nommée. Elisabeth Borne est directement en charge de la transition énergétique. Elle est appuyée non pas par un, mais par 2 ministres de l'Écologie. Une, Agnès Pannier-Runacher, qui s'occupe de la transition énergétique, et une autre, Amélie de Montchalin, qui s'occupe de tous les enjeux de transition énergétique dans les territoires. Par ailleurs, chaque ministre va avoir dans sa feuille de route des éléments de transition environnementale et de lutte contre le changement climatique dans sa feuille de route objective sur laquelle il va devoir rendre des comptes. Donc, on a vraiment décidé de mettre la transition écologique et particulièrement la lutte contre le réchauffement climatique au sommet des priorités gouvernementales. Surtout
je pense qu'on veut être dans l'écologie des résultats. Moi, je connais très bien Amélie de Montchalin, je connais très bien Agnès Pannier-Runacher, qui toutes les deux ont été très impliquées dans la crise, l'une pour gérer la fonction publique, l'autre pour gérer l'industrie. Ce sont des femmes qui veulent des résultats sur l'isolation des bâtiments thermiques, sur le développement des voitures électriques, sur le développement des solutions de recharge à travers le territoire pour que les voitures électriques, ce ne soit pas seulement pour Paris, Lyon, Marseille, mais aussi pour les territoires éloignés, sur les solutions de développement de batteries pour qu'on puisse construire des batteries en France et en Europe et qu'on ne les importe pas de Chine ou d'ailleurs avec un bilan écologique extrêmement désastreux. Donc, il y a vraiment une volonté d'avancer là-dessus. Je ne vais pas vous ennuyer avec le bilan. Je pense qu'on a fait beaucoup dans le quinquennat qui vient de s'écouler. Je suis prêt à reconnaître que tout le monde ne nous le reconnaît pas, le bilan écologique du quinquennat qui vient de s'écouler, mais je pense qu'on peut faire mieux. Et donc, pour répondre à la question qui était posée dans le chat de manière précise, le ministre des Affaires étrangères, lui aussi, en l'occurrence, elle aussi, parce que là aussi c'est une femme, va avoir des objectifs de transition écologique elle-même. Et même votre député, pour être franc, il se pose des questions. Parce que je sais, parfois, on me reproche de ne pas être assez allé à votre rencontre. Mais il est évident que ça fait 3 semaines, on est en avion à travers l'Amérique du Nord avec notre bilan carbone qui s'était bien amélioré pendant 2 ans. Il s'est pas mal dégradé. Et donc, moi, je réfléchis aussi à la manière de mener un mandat qui serait peut-être plus économe en carbone, qui, il ne faut jamais gâcher une bonne crise, tirerait les enseignements de la Covid et donc multiplierait, comme on le fait ce soir, les rencontres par visio, les rencontres interactives, les consultations électroniques, de manière à limiter un peu plus mes déplacements en Amérique du Nord. On peut aussi neutraliser les émissions via des plantations d'arbres, mais franchement, cette solution, vous le savez, est un peu controversée. Alors, je pense qu'on arrive à la fin, mais il y a une question peut-être, Christo, une personne qui demande si on peut demander aux administrations qui servent les expats, à la CNAM, CNR, CEP, d'adapter leurs horaires de fonctionnement aux horaires décalés des expats. Donc, j'aurais voulu savoir si tu pouvais parler de France Service, s'il te plaît. Alors, c'est très bien, parce qu'on est en plein champ d'action là-dessus. Donc, depuis l'objectif de France Service, Français de l'étranger, qui va être développé dans le prochain quinquennat, c'est justement d'avoir une plateforme qui vous permet d'accéder non seulement aux services consulaires, mais à l'ensemble des services publics. Et donc, comme tu l'as très bien dit, il n'y a pas que des services qui sont dévolus au consulat, mais aussi des services fiscaux qui sont à Noisy-le-Grand et qui sont connus pour être très difficilement joignables, notamment parce qu'ils ne sont pas aux mêmes horaires que là où les administrés sont situés. Donc là, il y a tout un travail qu'on est en train de mener. On commence avec quelque chose qui existe déjà, c'est France Consulaire, qui a été lancé l'année dernière et qui, dans une dizaine de pays aujourd'hui, permet d'avoir accès 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 à une ligne téléphonique. Et l'objectif, c'est de non seulement l'élargir à l'ensemble des pays du monde, mais en plus d'augmenter la qualité de service et l'offre de services en intégrant aussi donc, les services que tu as mentionnés. Donc, ça fait partie de nos propositions pour le prochain quinquennat. Merci. Alors, j'ai peut-être, Monsieur Portejoie, si votre question est vraiment rapide et pas personnelle, on va vous donner la parole parce qu'on a déjà dépassé l'heure. Merci. Bonsoir. Bonsoir à tous. Écoutez, ma question, elle est très rapide. Je fais de la politique. Enfin, c'est vraiment une question politique pure. Vous faites quoi pour Mélenchon? Et il est en train de monter. Il a fait un score faramineux sur Montréal. Moi, j'ai la trouille, honnêtement, de le voir arriver au pouvoir aux prochaines élections. Fait que concrètement, la République en marche, vous faites quoi pour contrer ce gars-là? Voilà. On fait campagne. Merci de votre question. On le fait ce soir avec des questions qui sont très français de l'étranger. Donc, c'est vrai qu'on a peut-être fait un peu moins de politique que vous l'aimeriez. On est à New York, on vient d'arriver de Boston. On a un débat organisé par French Morning jeudi soir qui sera évidemment diffusé partout en Amérique du Nord, dans le cadre duquel j'espère qu'on va faire de la politique et pas seulement parler des sujets importants qui vous sont chers. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'on aura évidemment des thématiques français de l'étranger, mais aussi des thématiques politiques réelles. Moi, je vous le dis, une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire un nouveau mandat, c'est que personnellement, les résultats du premier tour de l'élection présidentielle, il ne m'allait pas. Que la candidate d'extrême droite soit deuxième et qu'en troisième, on ait un candidat d'extrême gauche que je connais bien, avec qui j'échange régulièrement à l'Assemblée, qui est quelqu'un d'extrêmement intéressant, extrêmement charismatique.
mais qui, de mon point de vue, a des solutions totalement inadaptées aux enjeux du XXIe siècle, qu'ils soient économiques, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient même environnementaux, eh bien, ça m'a convaincu d'en remettre, en tout cas d'essayer d'en remettre pour 5 ans de plus. Moi, je considère que la vision qu'a Jean-Luc Mélenchon de l'entreprise est une vision erronée. Je considère que la vision qu'il a de la gouvernance des institutions, y compris de la sienne d'ailleurs, est erronée. Et je considère que ce débat, on doit l'avoir en toute bienveillance, sans attaque personnelle, mais sur le fond. Donc voilà, connectez-vous, je pense que c'est jeudi soir à 18h ou 18h30, et j'espère que vous aurez un beau débat politique. On est dans une campagne nationale, et c'est vrai que même si on a tendance souvent, quand on fait une campagne des Français à l'étranger, à parler des enjeux locaux, il ne faut pas oublier que c'est une Assemblée nationale qu'on élit. Cette Assemblée nationale, elle va être au pouvoir dans les 5 ans qui viennent, et que si vous souhaitez une Assemblée nationale qui soit en phase avec le président que vous avez collectivement choisi, à la fois en France et en Amérique du Nord, il faut voter Roland Lescure. Je pense que c'est une très bonne manière. Ah pardon, vas-y Sophie. Non, je trouvais ça extraordinaire. Vas-y, parce que je pense que ouais, on allait dire la même chose. Je pense que c'est une très bonne manière de conclure la conversation. Je sais qu'il y a encore beaucoup de questions dans les chats et qu'il y avait encore d'autres personnes qui voulaient poser des questions à l'oral, mais par souci du temps, on va inviter tout le monde à envoyer des mails à Roland, parce qu'il est très actif aussi. Mais on a trouvé une adresse mail qu'on peut utiliser pour poser des questions éventuellement. Donc, c'est ce qu'on va inviter. Voilà. Le mail est dans le chat. Donc, on vous invite à faire ça parce que par souci de temps, on n'a pas le temps de poser toutes les questions. Mais Sophie, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non, simplement qu'il y a également aussi le débat jeudi soir. Je crois que c'est 18h heure de New York. Il a été mis dans le… Excuse-moi, Sophie. Oui, mais je ne sais pas quelle est l'heure. Quelle est l'heure pour… Si vous voulez poser des questions aux candidats, vous pouvez également et participer justement à ce débat qui sera diffusé par French Morning. Voilà, donc il a été mis dans le chat, 18h30. 18h30, heure de New York. Donc, voilà. De New York. Et j'ai bien conscience de ne pas avoir pu traiter tous les sujets. Il y avait des sujets, notamment sur les enjeux identitaires, sur lesquels il y a, je pense, des débats extrêmement intéressants à avoir quand on est Français d'Amérique et qu'on est capable de comprendre 2 approches radicalement opposées que sont celles de la France et celles des États-Unis, en tout cas, et un peu du Canada, sur les enjeux d'identité. Je ne doute pas qu'on aura l'occasion de les aborder dans le cadre du débat de jeudi soir, puisque je pense que les visions sont assez différentes sur ce sujet important. Mais en tout cas, merci vraiment à toutes les deux. Je vais vous laisser conclure, mais merci à toutes les deux d'avoir animé ce débat avec Maestria, et puis merci aux Françaises et Français qui s'étaient connectés ce soir. Merci à vous. Je te passe la parole, Onil. Non, j'allais juste remercier encore une fois Roland et Christopher d'être venus, et puis bien sûr à tout le monde d'avoir été très actifs, d'avoir posé des questions. Merci à vous tous pour votre participation, et encore une fois, n'hésitez pas à participer, à assister demain au débat, mais à poser aussi vos questions par mail si elles n'ont pas été répondues. Et je suis aussi très content que Kylian Mbappé reste au PSG, personnellement. Moi aussi, en passant. Et oui, surtout, on peut aller voter en ligne à partir de vendredi midi. Et vous avez jusqu'au, je pense, c'est 4 juin ou 1er juin. En tout cas, vous pouvez voter à partir de vendredi. Juste là, je vais être très précis. Donc, c'est effectivement du 27 juin du 27 mai, au 1er juin à midi, voilà, heure de Paris. Donc, retenez vraiment, c'est le 27, le 28, le 29, le 30 et le 31. Parce que le premier, il sera trop tard. Donc, vraiment, concentrez-vous sur… Le vote par Internet. Et c'est bien de préciser, midi, heure de Paris aussi, c'est bien de préciser. Tout à fait. Voilà. Merci à tous. Beaucoup, merci à vous tous. Et évidemment, envoyez vos questions, surtout les cas particuliers, et on y répondra avec plaisir. Merci, à bientôt. Je pense que Mme Fleury voulait te contacter, elle va t'envoyer un email, Christo. Très bien. Parfait. Je l'attends avec impatience. OK. Au revoir. Au revoir.